ici en direct au forum Energaia pour Transformons la France au cœur des régions. Comme vous le savez, le sujet de l'industrie est au cœur de nos débats aujourd'hui, puisque dans quelques instants, nous accueillerons la présidente de région pour parler justement de réindustrialisation écologique, ici en direct de ce forum dédié aux énergies renouvelables. Et justement, pour parler d'industrie, nous avons souhaité inviter Christophe Meruet, qui est le délégué général de l'UMM Occitanie. Bonjour Christophe. Bonjour. C'était quelques semaines avant les élections présidentielles, avec la contribution d'IFOP. Vous avez souhaité interroger les Français, mais aussi les habitants de la région Occitanie, sur justement leur ressentiment de l'industrie, leur vision de l'industrie. Et on avait envie avec vous justement de tirer quels étaient les grands enseignements, sachant qu'en plus, le focus que vous avez réalisé sur l'Occitanie est à peu près identique à celui des résultats au niveau national. Est-ce qu'en Occitanie, on aime l'industrie ? Et oui, on aime l'industrie. Alors, ce qui peut paraître assez évident du côté de l'ex-Midi-Pyrénées, où on a un gros leader avec Airbus, qui est peut-être moins évident du côté de l'ex-Languedoc-Roussillon, où la culture industrielle est a priori moins développée. Et pour autant, les chiffres dans le territoire sont identiques au niveau national. Il y a eu 4800 personnes sondées, dont 400 en Occitanie. Donc l'échantillon est un gros échantillon. Voilà, et on avait fait ça avant les élections présidentielles pour être sûr que le sujet de l'industrie soit pris en main par les différents candidats et qu'on ne soit pas dans des batailles qui sont en fait des batailles un peu secondaires et qu'on aille vraiment sur des sujets principaux. Et plusieurs enseignements qu'on peut tirer. Le premier, c'est que l'industrie doit être un enjeu central pour 96% des habitants d'Occitanie. Donc tout le monde a conscience de l'importance. Il y a un autre chiffre qui est, je trouve, moi, très important. C'est que pour 83% des habitants d'Occitanie, ils estiment que certains territoires en France sont en déclin. Donc ça, c'est un vrai problème. Et que pour 72% d'entre eux, par contre, ce déclin s'explique principalement par la fermeture des industries, devant la concurrence des grandes métropoles, alors qu'on met souvent en avant le fait qu'il y a un duopole Montpellier, Toulouse, et que ça aspire un peu tout le monde, c'est vrai, mais ce n'est pas le problème principal pour les Français qui ont été sondés en tout cas. Le problème principal, c'est la désindustrialisation. Est-ce que vous croyez qu'il y a eu un choc, un après-Covid ? C'est-à-dire que du moment où les Français se sont réveillés après cette crise sanitaire et ont vu que finalement notre supply chain, ou sur beaucoup de sujets, je pense bien sûr aux médicaments, mais on a eu la question des masques. Il y a eu un avant-après dans la prise de conscience qu'on avait certainement, durant trop d'années, délaissé notre industrie. Oui, tout à fait. En plus, ça a été là aussi sondé, puisqu'on a 93% des habitants qui considèrent que la crise du Covid-19 a mis en lumière les conséquences, notamment sociales, de la désindustrialisation du pays. Et quand je dis notamment sociale, je pense à un chiffre qui est assez marquant concernant l'ensemble de l'industrie par rapport aux autres secteurs d'activité, c'est que en moyenne, les rémunérations sont 15% supérieures dans l'industrie aux autres secteurs d'activité. Et que donc, l'industrie permet d'avoir des bassins d'emploi qui sont dynamiques, même s'ils ne sont pas forcément très bien desservis, etc., etc. Et là, je pense particulièrement, il passe souvent à la télé quand on cherche un bassin d'emploi un peu lointain, c'est la Mécanique Vallée. Parce que pour aller dans le Lot et l'Aveyron, c'est un peu compliqué. Et pourtant, c'est un bassin qui reste très dynamique parce qu'il y a beaucoup d'industrie. Alors, Christophe Meruet, toujours dans ce sondage, on voit bien aussi que cet amour, on peut dire que les Français, finalement, déclarent un nouvel amour à l'industrie. Il y a cette dimension Made in France qui est quand même très importante. On le voit bien dans, aujourd'hui, l'évolution de la consommation des Français, leurs attentes, leurs aspirations, la proximité est un sujet important. Produire près, c'est mieux. Produire près, c'est mieux. Ils le disent à 91%. Et ils considèrent aussi que l'industrie française fabrique des produits de qualité à 94%, fait partie du patrimoine français pour le même pourcentage et est une fierté pour les régions à 89%. Donc ça, c'est des chiffres qui sont intéressants. On n'a pas eu de mauvaises surprises dans les sondages qu'on a faits, parce qu'on aurait pu, à un moment, avoir des représentations qui sont assez anciennes, et on y reviendra plus tard. Malheureusement, ces représentations-là existent encore pour 50% de la population, c'est-à-dire les femmes, quand on cherche à les attirer dans nos métiers. Alors, sur ce sondage, peut-être le bilan qu'on peut en tirer, parce que vous l'avez réalisé avant les élections présidentielles, est-ce qu'il a, en tous les cas, produit un impact
positif. Alors, si les élections présidentielles, c'est déjà derrière, mais Oui. est-ce que finalement, vu de l'UMM, vous avez considéré que quand même l'industrie a repris du poil de la bête dans le débat public, dans le débat politique, mais aussi, bien entendu, aujourd'hui comme un sujet qui s'est, on va dire, évangélisé au sein des Français? C'est tout à fait clair. C'est vrai depuis 3-4 ans, pendant très longtemps, on va dire jusqu'à la première élection du président Macron, l'industrie n'était pas du tout dans les discours, on était plutôt dans un discours de déclin, etc. Et là, petit à petit, avec le travail aussi de France Industrie, qui est très important, parce qu'il fédère l'ensemble des fédérations industrielles et nous permet de parler d'une seule voix, eh ben, tout le monde s'est rendu compte que l'industrie était importante, que c'était une question d'équilibre dans les territoires et que la disparition d'une industrie, c'est très très rare quand une industrie disparaît qu'une autre se réinstalle en faisant complètement autre chose. C'est moins vrai pour un commerce, c'est moins vrai pour un restaurant. Pour une industrie, quand on la perd, en général, le territoire devient vraiment difficile. Et c'est contre ça qu'il faut qu'on lutte. On l'avait notamment vu quand on a suivi le mouvement des Gilets jaunes. On avait bien vu que là où il y avait quand même des mouvements assez forts, c'était souvent notamment lié à des territoires où l'industrie était partie, où elle avait été délocalisée et où il n'y avait plus malheureusement de projet territorial. Alors, je suis tout à fait d'accord. J'y rajoute un point qu'on occulte un peu parce que c'est vrai que les corps intermédiaires ne sont pas forcément dans l'esprit de nos politiques. Mais l'industrie, je vais parler surtout de la métallurgie que je connais, pratique un dialogue social constant et régulier. Et ça, c'est hyper important pour faire en sorte que justement des mouvements comme ça ne prennent pas le pas avec des gens dont on ne sait pas, qui ont tous des revendications complètement différentes et qui s'agrègent en étant gilets jaunes, mais sans avoir un porte-parole qui peut discuter et avec qui on peut dire bah, ça c'est possible, ça c'est pas possible. Et dans l'industrie, dans la métallurgie en tout cas, ça, on a encore ça. C'est un vrai sujet parce que, comme tout le secteur associatif, quel qu'il soit, on perd de plus en plus de membres dans les associations en termes d'implication. Mais c'est une force de l'industrie qu'il faut qu'on arrive à conserver, cette qualité du dialogue social qui nous permet de construire ensemble des avenirs sur le long terme, parce qu'on est toujours, nous, sur des sujets à long terme aussi. Et on le verra tout à l'heure en parlant de la formation. Alors justement, on va pouvoir attaquer le sujet de la formation et des métiers. Une fois qu'on dit que les Français, ils aiment l'industrie, ça redonne certainement le goût aux plus jeunes à s'intéresser aux métiers. Comment lui-même travaille justement dans cette région pour à la fois amener les jeunes à s'intéresser à nos métiers? On voit bien aujourd'hui que le marché de l'emploi est très tendu, que les entreprises ont des difficultés. Et donc vous faites un travail très en amont pour aller amener ces jeunes à découvrir que l'industrie, c'est plus l'industrie d'Émile Zola et qu'on est aujourd'hui dans une industrie avec de la technologie et aussi... Peut-être que ça sera tout à l'heure évoqué par la présidente de région, Carole Delga. On peut aussi allier industrie et écologie. Oui, tout à fait. Alors, on était pendant très longtemps un des rares secteurs d'activité qui recrutait régulièrement. On était à peu près stable en termes de salariés du côté de l'ex-Languedoc-Roussillon, en croissance régulière du côté de l'ex-Midi-Pyrénées, tirée par l'aéronautique et le spatial. Maintenant, la problématique est commune à tous les métiers. C'est-à-dire que tout le monde cherche des bras. Donc, on mène beaucoup d'actions, particulièrement vers les publics de collégiens, qui sont en train de se réorienter ou de choisir une orientation, notamment avec des visites d'entreprise, notamment en allant les voir, notamment en accueillant des professeurs chez nous. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai fait les calculs là, ce matin avant de venir. On voit tous les ans 10 000 jeunes en Occitanie pour leur présenter les métiers de l'industrie et surtout les métiers de l'industrie proche. Parce que, je ne sais pas si c'est une spécificité française ou pas, mais c'est comme ça, la mobilité des gens, de manière générale, pas que des jeunes, est assez faible. Et il faut pouvoir leur trouver des exemples d'entreprises qui sont pas loin de chez eux, avec des formations qui correspondent aux besoins de ces entreprises pour pouvoir tirer un peu cette population vers nos entreprises. Et puis, deuxième sujet qui, lui, est très préoccupant parce que c'est vraiment une construction intellectuelle qui est quasiment depuis la naissance, c'est l'attrait des femmes vers les métiers industriels, où aujourd'hui, dans la métallurgie, on a entre 20 et 25% de femmes, mais ce taux tombe à 7% quand on est dans les ateliers. Et ça, très honnêtement, il n'y a plus aucune raison objective pour ça. Donc on a un travail de fond à faire, mais qui est à faire auprès des parents, auprès de tout le monde,
point aussi sur lequel je veux insister parce que c'est important, on a une représentation assez ancienne de dire les profs, ils connaissent pas, nani. C'est vraiment en train de changer de manière très importante. Et depuis 2 ans, c'est la première fois où, pendant la semaine de l'industrie, c'était il y a 2 semaines, on n'avait pas assez de collaborateurs et d'entreprises à offrir aux classes de collège pour qu'ils viennent les visiter. Donc on a été obligé d'étendre les actions avant ou après parce qu'on ne pouvait pas tout faire pendant la semaine de l'industrie. Et ça, c'est vraiment très positif. Ça veut dire que l'ensemble des interlocuteurs s'ouvrent et vont découvrir nos métiers comme ils vont découvrir les autres. Ce n'est pas la question, mais c'est d'avoir une meilleure connaissance entre le métier et entre le futur pour ces jeunes-là, quoi. Comment vous travaillez justement avec la région Occitanie justement pour essayer de développer, de créer des écosystèmes, c'est-à-dire dans chaque territoire, dans chaque département, essayer d'aligner à la fois l'offre de formation et les attentes justement des membres, des adhérents de l'UMM qui ont leurs besoins industriels à 1 an, à 2 ans, à 5 ans, parce que c'est vrai qu'il faut quand même, j'imagine, beaucoup d'anticipation. On le voit bien dans la montée en puissance d'un certain nombre d'entreprises que l'on découvrira tout à l'heure. Ici, on est plutôt on a ici présent pas mal d'industriels dans le secteur des énergies renouvelables. Et c'est vrai qu'il faut avoir une vision pas que court-termiste pour pouvoir anticiper au mieux ses besoins en termes d'emploi. Tout à fait. Alors, on a créé il y a 3 ou 4 ans un observatoire régional des compétences industrielles, l'ORCI, qu'on a créé avec la région, avec la DRETS, enfin à l'époque la DETS. L'idée est justement d'aller voir les entreprises, soit pour des enquêtes flash en disant quels sont vos besoins immédiats pour qu'on puisse lancer un certain nombre de formations, soit pour lancer des enquêtes à plus long terme en disant à 4-5 ans, quels sont vos besoins, pour que nous, derrière, on puisse redescendre vers les organismes de formation, quels qu'ils soient, pour leur dire attention, il faut que vous aménagiez vos formations en les menant comme ci, comme ça, etc. On travaille extrêmement bien avec les partenaires, que ce soit région, État en région, etc. Après, là aussi, on a une spécificité française, enfin je ne sais pas si c'est spécial, mais c'est comme ça, c'est l'attrait du diplôme. Il faut qu'on ait du diplôme. Or, le référentiel diplômant n'avance pas aussi vite que les besoins des entreprises qui se transforment. Donc on est obligé de créer à chaque fois des systèmes de formation qui sont un peu hybrides, où on va prendre du diplôme et on va rajouter de la qualification spécifique avec 100-120 heures de formation sur tel ou tel type de métier. Parce que pour prendre un exemple assez simple, quand on dit un soudeur, ça ne veut absolument rien dire, parce que si vous êtes soudeur dans le nucléaire ou soudeur dans l'aéronautique, vous n'aurez pas les mêmes capacités, on ne vous demandera pas les mêmes choses. Donc oui, on a besoin de soudeurs, mais il faut bien savoir quel type de soudeur, à quel endroit et à quel horizon. Et ça, c'est important. Peut-être dernier mot, je suis un peu bavard, mais par rapport à ça, c'est vrai qu'on a besoin de leaders de filière qui tirent les besoins et qui donnent une visibilité à l'ensemble. Parce que derrière, le sous-traitant qui va être de rang 2, 3 ou 4, lui, souvent, malheureusement, il a une vision économique qui est au mois, ou si je prends un peintre, c'est souvent à la semaine. Et donc, si on n'a pas quelqu'un qui le rassure en disant les investissements que tu fais aujourd'hui, il faut les faire parce que dans 4-5 ans, on va aller là, il ne les fera pas et c'est tout à fait normal. Donc, on a besoin de ces têtes de pont qui tirent un peu l'ensemble du système. Alors Christophe Meruet, si on se projette un petit peu en 2023, on a écouté il y a quelques instants plusieurs énergéticiens qui restent, on va dire, un peu inquiets de cette année 2023. Et les industriels, ils sont aussi inquiets parce qu'aujourd'hui, bien entendu, ça a des répercussions fortes sur le coût au niveau de l'entreprise. Peut-être, quelle est la situation aujourd'hui que vous observez auprès de vos adhérents au sein de l'UMM? Comment les industriels gèrent ce coût qu'ils n'avaient pas prévu et comment ils préparent l'avenir, parce qu'on sait très bien que l'énergie, elle sera de toute manière plus onéreuse pour les prochaines années. On ne reviendra pas comme dans les années passées. Alors, peut-être quelques données déjà. Grosso modo, ça touche 1/3 de nos industriels, grosso modo, qui sont en fin de contrat à la fin de l'année, puisque souvent les contrats sont sur 3 ans, donc il y en a 1/3 qui sont touchés. C'est à grande masse, mais c'est un peu ça. Vous avez des tarifs qui vont à x4, x5. Donc vous avez des entreprises qui se sont pris le Covid, qui sont pris la hausse matière, qui n'est pas terminée. On a toujours des problèmes de matière ou d'appro-matière, et qui se prennent maintenant ça. Donc, ça fragilise beaucoup un certain nombre d'entreprises. Le deuxième point, c'est que c'est assez peu dit, mais c'est pourtant la vérité, c'est un problème spécifiquement européen. Et quand vous avez des groupes qui sont présents aux États-Unis, en Asie, etc.,
eux, ils continuent à payer le gaz ou l'électricité aux anciens tarifs. Donc le risque, c'est qu'il y ait à un moment un choix qui soit fait en disant je ne fais pas tel investissement à tel endroit et je monte la capacité de telle ou telle usine. Donc ça, c'est vraiment un risque qu'on a identifié et qui est très important. Troisième chose, sur la décarbonation. Alors j'ai eu quelques chiffres assez rapides. Les industries en France ont baissé de 50% leurs émissions depuis 20 ans. Donc tout le monde travaille là-dessus. Et aujourd'hui, on doit représenter en moyenne 17% du gaz à effet de serre sont produits par l'industrie en France. Donc il y a encore des marges de manœuvre, il y a des choses à gagner, mais on avance. Deuxième point, c'est que je pense que toutes les industries ont conscience, alors et dans leur process de fabrication, et aussi pour leur acceptabilité, parce que ça rejoint le sujet qu'on avait avant sur l'emploi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez du mal à faire venir un collaborateur si vous avez un truc qui pollue. C'est comme ça. Et donc, tout le monde en prend conscience. Donc, aujourd'hui, tout le monde est prêt à passer et fait un certain nombre de choses. Le vrai problème, c'est est-ce qu'on va passer le gap de la hausse des coûts et d'avoir suffisamment de moyens pour investir dans les aménagements nécessaires au futur? On est vraiment dans le point de bascule en 2023. Donc, comme vous le dites, sujet de compétitivité, ça c'est un risque en effet par rapport aux États-Unis. C'est vrai que certains industriels me faisaient observer que autant la crise de la Covid, tout le monde était touché, et là que ce coût de l'énergie, il n'y a que l'Europe, et donc ça fait, c'est un élément de compétition qui est en effet un handicap pour les industriels européens. Peut-être terminer par une touche positive de ce que vous voyez de manière positive pour 2023 pour les industriels. Alors, ce que je vois de positif, c'est que malgré l'ensemble de ces crises qui se sont accumulées les unes après les autres, les besoins en main-d'œuvre restent élevés. Donc, il y a toujours une demande de main-d'œuvre et qu'on est aujourd'hui plutôt sur des problématiques de recrutement et de faire venir des gens. L'autre point positif, c'est qu'on a un tissu de formation et d'organismes de formation qui est absolument considérable. Et que je regardais ce matin les chiffres parce que je pensais à ça avec les 3 astronautes là, qui sortent de l'ISAE Supaéro. Supaéro, une année à Supaéro, c'est 2800 € pour un étudiant. Est-ce que ça existe ailleurs dans le monde? Si vous faites Supaéro aux États-Unis, combien vous payez? Donc il y a une vraie mobilisation de l'ensemble des pouvoirs publics pour faire en sorte qu'on puisse continuer à former et continuer à former en ayant ouvert à tous ceux qui peuvent, et pas uniquement à ceux qui ont des moyens, les formations les plus élitistes. Donc pour moi, c'est vraiment un gage d'avenir parce qu'on a continué à investir sur ce sujet-là. Merci Christophe Berruet d'avoir été avec nous en direct sur la tribune.fr, Transformons la France au cœur des régions, de nous avoir partagé justement ces chiffres positifs qui montrent bien que les Français se sont réconciliés et aiment dorénavant l'industrie. C'est une excellente transition, restez avec nous puisque nous allons avoir justement ici sur ce plateau les entreprises ETI Occitane engagées dans la réindustrialisation écologique. On va accueillir Patrick Ibry de la Banque Palatine, Aurène Laloum, le groupe FHE, Jacqueline Pistoulet, justement, directrice marketing communication de Smart, Sophie Group, et enfin Cyril Angang, directeur général délégué pour Elotrostel. Voilà, c'est tout de suite et c'est en direct sur la tribune. Merci.